Donc, on repart. Stéphanie Hospital avec nous. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Ravi de vous retrouver autour de cette table. Vous êtes investisseuse professionnelle, on dit ça comme ça. Vous le féminisez, le truc investisseuse, Pas Stéphanie? forcément. Pas forcément. Je mets plutôt entrepreneur et investisseur, puisque moi j'ai créé de tout début One Ragtime. Donc Ouais. j'apporte ce regard d'entrepreneur. On a démarré de zéro et puis aujourd'hui on accompagne une trentaine de sociétés. Donc entrepreneur investisseur. Très bien. Ça nous va bien. Clément Aura, bonjour Clément. Bonjour. Prof d'éco, donc à la Sorbonne et à Sciences Po, c'est ça Clément, et puis Bertrand Martineau. Salut Bertrand. Expert emploi pour l'Institut Montaigne. Hein, voilà, on va prendre cette casquette-là. Tiens, Bertrand qui est arrivé un petit peu en avance et qui lisait Le Monde imprimé sur du papier. Ça m'a fait un petit choc. Les Échos. Mais bon, peu Les importe. Échos imprimés sur du papier. Ça m'a fait un petit choc. Facebook, qu'est-ce que tu penses de l'arrêt de Facebook pendant 8 heures? Je vais juste vous dire, moi je me disais comme ça, en fait dans ce qu'on appelle GAFA, on se rend compte qu'il y en a une qui sert à rien de temps en temps, et c'est peut-être celle-là. Et c'est dangereux pour eux. Oui, enfin, c'est moins impliquant dans la vie quotidienne que Google, par exemple, ou même WhatsApp, quand même. Mais c'est sûr que oui, on pourrait... Alors sans WhatsApp doute, était concerné, WhatsApp t'a perturbé, l'arrêt de WhatsApp t'a perturbé? Oui, Ouais, oui, d'accord, enfin, d'accord. pas dramatiquement, Oui, mais parce d'accord. que c'est une messagerie dont je me sers régulièrement. Mais bon, je suis pas sur Facebook, donc Facebook m'a pas du tout perturbé. Mais enfin, Facebook, c'est pas, derrière, il y a tout le travail qu'ils font sur les données et qui est véhiculé un peu partout au sein de tout un tas de réseaux. Donc, Facebook ne se réduit pas simplement Tout à fait, mais alors je sais pas ce que t'en penseras, c'est une vraie Stéphanie. industrie quand même derrière. Bah justement, le problème c'est qu'est-ce qu'ils fabriquent, et tu te rends compte que quand ça s'arrête, Mais ils je vendent. sais pas Stéphanie, on s'en passe très bien, non? Il n'y a pas une seule boîte qui dépend de Facebook aujourd'hui. Google s'arrête, vraiment, moi ça me pose un problème pour travailler. Il y a plein de personnes, plein d'entreprises qui utilisent énormément Facebook dans leur marketing. Aujourd'hui pour vendre, Bah bien sûr. Complètement. Et complètement on indispensable. s'est tous rendu compte que WhatsApp avait planté. Ouais, bah Ça, voilà, Bertrand en parlait. WhatsApp, c'est Facebook. Bah oui. Instagram, c'était peut-être moins visible, mais même Facebook, pour toutes les entreprises qui utilisent Facebook Connect, c'est un impact majeur. Donc en fait, moi, j'ai Ok. envie de dire, ça arrive même aux grands. Même eux peuvent avoir des failles. Et vraiment c'est un impact majeur. Clément, je sais pas si tu as regardé ça. Oui, alors moi je serais peut-être un tout petit peu plus nuancé. Ça me rappelle, je reviens à mes vieilles marottes, Jean Tirole, encore une fois, qui parlait, lui, enfin tout son courant, la nouvelle économie industrielle, parlait des essential facilities, pour dire, c'est quand même la première fois dans l'histoire mondiale qu'on a des grandes entreprises privées qui sont finalement à la tête de la gestion d'un bien public, ou de ce qu'on pourrait considérer comme un bien public, à savoir un moteur de recherche ou un réseau social. Et finalement, effectivement, peut-être que ces essential facilities, elles ont des degrés d'essentialité, si j'ose dire, différents. On est tous d'accord pour dire, par exemple, qu'un moteur de recherche, il est impensable, effectivement, d'avoir une panne durable sur un moteur de recherche. Et puis même, ça peut provoquer des dégâts plus graves. Hein. Mais sans doute que Facebook est peut-être, de ce point de vue-là, enfin moi en tout cas je trouve un tout petit peu moins essentiel, même si pour l'utilisateur que je suis de Facebook, Instagram, etc., même si Facebook, je me suis rendu compte avec mes étudiants que en fait c'était un peu daté, c'est pour ça que je suis pas très très vieux, mais je me suis rendu compte que tout le monde est sur Instagram, mais plus tant que ça sur Facebook, c'était quand même un peu plus marginal, on va dire. Ok, donc mais je retiens le point, Stéphanie. C'est un outil de commerce important. Peut-être de publicité aussi. De publicité et de commerce important, ok. Et de communication. Hein. Enfin, Facebook, c'est WhatsApp. Oui, non mais ça, communication, mais ça se contourne, si tu veux. Tu vois, c'est pas très grave si pendant quelques heures, tu dois envoyer des SMS plutôt que te servir de WhatsApp. Ouais, ça se contourne, mais tu peux ne pas t'en rendre compte. Et puis, ça montre quand même que, enfin, moi, c'est ce que je retiens, c'est que même quand on s'appelle Facebook, même quand on a des dizaines et centaines d'ingénieurs qui travaillent sur de l'infra et sur des opérations de sécurité, on peut avoir, à un moment, l'infrastructure qui crache. Ouais. Et peut-être que d'ailleurs, notre principal risque un jour, c'est le shutdown de toutes les infrastructures, tous les réseaux électriques. Mais et ça là, l'est, Stéphanie. Ça, je crois que j'ai aucun. Enfin, je sais pas. Oui, parce que je pensais à ce. Y compris dans une perspective terroriste, hein, d'ailleurs. La cyberattaque, c'est quand même une des menaces majeures qui
peut paraître un peu moins palpable, mais qui est quand même très Si, je crois qu'elle est massivement palpée. Hein. Non mais c'est vrai que quand on parle de terrorisme, on pense pas forcément au terrorisme numérique. Disons, c'est genre un peu plus concret du terrorisme. Mais ce que te dit Stéphanie, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'en fait, le sujet, c'est que tu n'as même pas besoin du terrorisme. Oui, bien sûr. C'est ça qui est... Et moi, je me souviens très bien, avant le Covid, donc c'est début de l'année, je suis perdu, début de l'année 2019, oui, voilà, c'est ça. Étude d'Allianz sur les risques appréhendés par les entreprises. Et les entreprises avaient mis au sommet, et continuent d'ailleurs aujourd'hui à mettre au sommet, le risque cyber. Évidemment pas la pandémie, et mettaient au sommet le risque cyber. Risque qui, soit dit en passant, est aujourd'hui inassurable. Oui. Et ça, je trouve que c'est une réflexion. Pour rester dans le même ordre d'idée, Stéphanie, je me sers de tes compétences. Donc on a là la valorisation, espérée par OVH quand ils vont donc de leur opération d'entrée en bourse. Donc c'est 3,5 milliards d'euros. Tout cela vient en fait clore une année record pour la French Tech. Est-ce qu'on a changé d'échelle là-dessus ? Alors, je crois qu'on a changé d'échelle. Et puis surtout, l'introduction en bourse d'OVH, après celle de Believe, c'est la deuxième introduction en bourse tech de l'année. Ouais. Donc ça y est, on est parti, peut-être enfin, pour se dire qu'on peut financer des startups, on peut les aider à se développer très fortement avec des milliards injectés, et puis à un moment, elles trouvent le chemin de la bourse ou des sorties. Donc c'est ça qui est intéressant aujourd'hui, c'est de voir que OVH, 15 ans après, ça y est, c'est en bourse. Sauf que c'est pas du tout l'histoire que tu racontes. C'est pas une société financée comme une start-up, OVH. OVH, c'est la start-up quand on parlait pas de start-up. Tu vois oui, mais... ils n'ont pas fait des levées de fonds considérables, records, etc. C'est que nous, on adore ce genre d'entreprise. Et voilà, c'est ça. Des entrepreneurs qui démarrent et qui se font financer par des clients. Des vrais clients. Et c'est ça tout le parcours d'OVH. Truc on bizarre. a eu des clients et aujourd'hui on a des clients. D'ailleurs, on a parlé il y a quelques temps, on s'en est rendu compte quand OVH aussi a eu quelques l'incendie à Strasbourg, oui, bien sûr. Donc là, on s'est rendu compte que derrière, il y avait des clients. Ah oui, qu'il y avait une vraie activité. Donc je crois que c'est un parcours remarquable qui a été fait aujourd'hui par OVH. En plus, dans un domaine qui nous redonne de la souveraineté. Parce qu'on en parle beaucoup aujourd'hui. C'est le grand fer de lance de la French Tech, c'est on veut récupérer notre souveraineté numérique. OVH, on a un des acteurs du cloud souverain. Donc, et c'est super de voir que ça va être couronné par une introduction en bourse et que ça va devenir palpable pour des millions d'épargnants. Bertrand ? Oui, mais je pense qu'OVH n'est pas typique de la start-up dont on parle généralement. Ouais. Et on a, OVH, effectivement, des clients. Il est pas, la difficulté qu'on a pour parler des start-up, c'est que la grande majorité des Français ne peuvent pas comprendre qu'une boîte qui ne fait pas de chiffre d'affaires puisse être valorisée, par exemple. Alors, c'est bien ce qui se passe de temps en temps. Ouais. Bon, ça ne correspond pas à ce qu'on imagine être de l'économie réelle. Et c'est vrai que beaucoup de start-up ne passeront pas l'hiver, probablement, ou ne passeront pas l'année prochaine. Donc, on est quand même un peu dans une bulle sur les start-up. Je crois qu'à un moment, il faut revenir sur Terre. Et c'est bien aussi de pouvoir raconter des histoires assez industrielles, finalement, où on constate qu'il y a vraiment de la valorisation, que c'est tangible, qu'il y a du chiffre d'affaires derrière. Voilà. Donc c'est bien qu'il y ait des histoires comme OVH. Que tu opposerais par exemple à Sorare. On le rappelle, Sorare qui a levé, je ne sais plus combien, vous vous souvenez, Stéphanie, plusieurs centaines de millions d'euros. Je n'ai plus le chiffre en tête. On avait évidemment expliqué ça, des petites images digitales uniques. Et c'est vrai que là, on est sur quelque chose qui paraît un peu plus... Ça rappelle par certains côtés la bulle des années 2000 ou la bulle des motoristes, de certains motoristes à la fin dans les années 20, où ça rappelle quand même des phénomènes de bulles spéculatives quand même dans certains cas. C'est-à-dire que parce qu'il y a beaucoup d'argent qui tourne aussi. Évidemment, on est dans un univers, vous savez mieux que moi, où effectivement, il n'y a pas beaucoup de difficultés pour lever des fonds aujourd'hui. Alors, moi, je tempérerais beaucoup ça. Vas-y. Il y a quelques sociétés qui peuvent être effectivement des ovnis dans le système. Et puis après, aujourd'hui... Sorare en fait partie, t'es d'accord, Stéphanie? Voilà, ce qu'ils ont fait d'un point de vue business est absolument admirable en tant qu'entrepreneur. Après, on aime, on n'aime pas... Oui, parce qu'ils ont du chiffre d'affaires. Ils les vendent, leurs petites vignettes. Il n'y a pas de doute. Il y a des gens qui achètent, mais qui ça se pose peut-être aussi derrière le rôle de la régulation des États sur certaines activités.
parce qu'on rentre dans une zone qui est complètement aujourd'hui dérégulée, hein, les NFT, les cryptocurrencies. Donc, on peut se dire, il y a ces épiphénomènes, puis après, il y a des vraies entreprises qui, à un moment, sont accélérées par l'afflux de capitaux. Mais ces vraies entreprises, elles créent de l'emploi aujourd'hui. Elles sont tangibles, elles vont en bourse. Et je crois qu'il ne faut pas schématiser en se disant la start-up, à un moment, il n'y a pas de modèle, il n'y a pas de valorisation. Il y a plein de sociétés qui ont des modèles et des valorisations. Et aujourd'hui, on le voit. Et on le voit avec des sociétés comme Miracle, des sociétés comme Jelly-Smack, des OVH, qui ont des vraies activités avec des vrais emplois et avec des clients. Clément ? Oui, moi ce que je trouve le plus intéressant finalement, c'est la transformation du financement quelque part, en se demandant si d'ailleurs ça ne concerne que les startups, puisqu'on sait que même des géants, parfois du numérique, ont les mêmes problèmes de valorisation. Ça me rappelait ce que vous disiez sur notamment l'entreprise Uber, qui est très valorisée et qui en même temps a toujours des pertes importantes. Mais je crois que voilà, on est passé dans une ère où... J'ai décroché sur Uber. Tiens, je vais aller regarder. Tu as regardé récemment le dernier bilan, enfin en tout cas pour le premier semestre 2021, était toujours mauvais. Toujours en perte. Bien sûr, toujours en perte. Ils n'ont jamais gagné d'argent de leur histoire, Uber, c'est ça Comptablement, en termes de résultats nets. Oui, en termes de résultats nets, jamais. Ils n'ont jamais eu sur aucun semestre, aucun trimestre. Et ils sont quand même très valorisés. Alors bon, après, on sait tous que les méthodes de valorisation comptable, elles se discutent. Bon, mais de toute façon... on est face à un nouveau phénomène où effectivement les entreprises ont quand même une diversité d'acteurs dans le mode de financement, et c'était probablement pas le cas il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, avec un mélange. Alors il y a une part publique, effectivement, en particulier en France, il n'y a pas que la Banque publique d'investissement, mais notamment il y a effectivement une part publique, une part privée hors système bancaire, et ce que effectivement la nouveauté, c'est quand même que des clients effectivement fournissent des liquidités à leurs fournisseurs. Ça, c'est quand même une logique qui n'est pas celle, on va dire, de la théorie économique la plus standard. Et puis bon, les acteurs, bien sûr, des marchés financiers qui restent importants, mais on peut se demander si finalement, dans les modes de financement, on n'est pas sous une forme d'hybridation totale aujourd'hui, et la réponse est probablement... Mais c'est très bien que ce soit hors du système bancaire, parce que comme c'est... vous n'aimez pas les banques Mais non, j'essaye assez régulièrement d'expliquer, mais ce que toi, prof d'économie, tu dois expliquer aussi. Les banques ne sont pas là pour prendre du risque, elles sont là pour garder notre argent. Oui, non, c'est vrai, bien sûr. Donc le risque absolu et les banques, non, c'est pas fait pour. Non, mais bien sûr, c'est bien qu'il y ait une diversité des modes de financement. Et puis accessoirement, ça offre quand même à certaines entreprises la capacité même à se financer, puisque rien ne garantit que le système bancaire ou même les marchés financiers financent parfaitement tous les investisseurs. Mais on paierait quand même. Vas-y, Stéphanie, je t'en prie. Sur le rôle des banques pendant la crise du Covid. Et la chance qu'on a eue en France d'avoir un afflux massif et un soutien massif des banques avec les PGE pour les entreprises. Oui. Donc, nulle part ailleurs en Europe, on a eu ça. Nulle part ailleurs dans le monde. Voilà. Oui, enfin, c'est garanti à 90% par l'État. Stéphanie, même moi, si l'État me garantit que tu vois, même moi, je peux prêter de l'argent à Bertrand, garanti à 90%, tu vois. Oui, il y a quand même l'État. Mais on va regarder après le solde positif que ça générera en ayant évité des faillites. Ah, mais il n'y a aucun doute là-dessus. Non, mais aujourd'hui, on puisse accélérer. Là, je crois que c'est l'unanimité. D'ailleurs, ça leur a permis de redorer une partie. Mais l'État et la Banque centrale, d'ailleurs. Les deux. Bien sûr. Mais tu vois, Bertrand, je regardais effectivement changement d'échelle. Je voyais donc avant OVH, cette semaine, il y a eu, ou sur les 15 derniers jours, il y a eu 2 acquisitions faites par des startups. Il ne faudrait plus parler de startups, en fait. Ce sont des ETI, tu vois. L'assureur Alan, c'est une ETI aujourd'hui. Il y a 400 personnes et ils font une acquisition aux États-Unis sur un spécialiste du traitement des maladies mentales, justement, au travail. Tu as Voodoo, là, dans le jeu vidéo, qui, pareil, fait une acquisition. Ce sont devenus des ETI. Je crois qu'il y a vraiment un changement d'échelle et des entrepreneurs beaucoup plus solides. C'est comme ça qu'il faut en parler plutôt que parler de la Startup Nation. Exactement. La Startup n'est pas une fin en soi. Si une Startup reste une Startup, d'un point de vue de l'intérêt général, ça n'a pas énormément d'intérêt, en fait. C'est une erreur, Startup Nation, pour toi ? Il faut peut-être en parler, mais il faut peut-être... Mais ça m'intéresse, comme ça va être un sujet dans la présidentielle. Est-ce que Macron, il va assumer ou pas de à nouveau dire nous sommes la Startup Nation alors qu'on sent qu'il y a une fracture vis-à-vis de la population. On ne peut pas être une Startup Nation, on peut être la nation de l'innovation, la nation de l'industriel, la nation de la création d'emplois. Enfin, ça me paraît beaucoup plus frapper les esprits que de dire qu'on est une Startup Nation. Des startups, il en faut. Les futures grandes entreprises sont souvent des startups à la base. Mais enfin, d'un point de vue de l'intérêt général, on est là pour que les entreprises grossissent et surtout ne restent pas des startups.
Voilà, et Dieu sait si en France, on a un problème avec la croissance des entreprises. Ouais. C'est ce qui nous distingue des États-Unis. Ce n'est pas le flux de création d'entreprises. Ce qui nous distingue des États-Unis, c'est la durabilité de l'entreprise. Et le capital. Voilà, et ça Le capital, le Bien sûr. dividende, Et l'ensemble de ce qu'il fait. l'accès au financement, pas à early stage, mais dans le développement ensuite pour passer à l'échelle. C'est là qu'on a une différence avec les États-Unis. Stéphanie? Alors, moi, je reste très optimiste. Je pense qu'on a montré ces 5 dernières années qu'on avait changé d'échelle, parce qu'on a été capable de créer des très très grosses entreprises. Et moi, je parle souvent, nous, nos entreprises, on parle de PME. Nous, on dit, on investit dans des startups, mais très vite, on a des grosses PME qui font des dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, qui créent des emplois. Et je crois que dans le débat sur la présidentielle, il va falloir garder ça au cœur des préoccupations, en se disant, c'est plus la Startup Nation, c'est effectivement la création d'emplois innovants dans le numérique qui irrigue tout le territoire, qui va faire aussi qu'on a pris conscience de la nécessité d'avoir des actifs industriels, de réindustrialiser. Et je pense qu'aujourd'hui, ce débat, il va se déplacer. D'ailleurs, on voit bien, on est plus enclin aujourd'hui à montrer les usines insectes qu'aller faire une sortie à Station F pour montrer le rôle de la French Tech. T'as raison. Et le débat présidentiel va se déplacer dans les régions et dans la création d'emplois sur cette thématique. Absolument. Clément, un mot là-dessus. Tu sens une fracture? En fait, j'y réfléchissais moi-même. En fait, je m'en veux un peu quand on a monté cette chaîne de télé. On a utilisé le mot de start-up. C'est complètement idiot de ma part, de notre part. On n'a rien d'une start-up, on n'a rien d'innovant. On est une entreprise. Mais comme si tout à coup, on ne pouvait plus dire entreprise ou jeune entreprise. C'est beaucoup plus chic que start-up. Mais voilà. Mais c'est peut-être une erreur. Comme le disait Bertrand, dans le fait d'une population qui n'arrive pas à comprendre cette mécanique et qui pense qu'en fait on joue avec leur pognon, qu'on est hors sol, ce fameux terme qui revient assez régulièrement. C'est vrai. Alors peut-être par contre dans l'expression même, la nation en mode start-up, ou en tout cas la start-up nation, c'était plutôt, si je me souviens du propos d'Emmanuel Macron, l'idée de dire il faut que les entrepreneurs se réveillent ou il faut que les gens deviennent entrepreneurs. Ouais. En fait, c'était vraiment à la base, il faut qu'il y ait beaucoup plus de gens qui essayent de créer leur boîte. Je crois que c'était plutôt dans ce sens-là que Emmanuel Macron voulait le formuler, plutôt que de dire il faut qu'on reste une nation d'entreprises qui ne grossissent pas. C'est vraiment l'idée que mais avec son discours sur l'assignation à résidence dans les quartiers populaires, il disait aux jeunes des quartiers populaires, créez votre entreprise, devenez auto-entrepreneur d'abord, etc. Pareil, les chômeurs, créez votre entreprise au lieu d'attendre un emploi salarié traditionnel. C'était, je crois, dans ce sens-là que c'était utilisé. Tout à fait. Et ça reste aussi quand même un des d'actualité. Dans cette vision-là, mais par contre, effectivement, je rejoins totalement ce qui a été dit. Le problème, c'est toujours la croissance. Et après, on se gargarise souvent avec des anglicismes qu'on aime bien, mais effectivement, le terme start-up n'a d'un sens très restreint. Et on l'utilise un peu à tort et à travers. Moi, le premier. Mais c'est ça, nation d'entrepreneurs. Voilà, il faut revenir à nation d'entrepreneurs. Tiens, puisqu'on en parle, même si je ne sais pas s'il est entrepreneur, pour moi, il ne l'est pas. Bernard Tapie, ça vous inspire un commentaire? Stéphanie, Oui. Il était terriblement moderne, Bernard Tapie. Dans les années 80-90, c'était un entrepreneur, c'était un showman, il osait tout. Mais c'est pas un entrepreneur, Stéphanie. Un entrepreneur... Alors, c'est quoi pour toi un entrepreneur? Pour moi, un entrepreneur, il part d'une page blanche et il construit pas à pas ce qui va être une entreprise. Lui, il faisait des échafaudages de dettes. C'est pas un entrepreneur. Alors, tu en as d'autres comme ça. Oui, bien sûr. Oh là, oui, il y en a même un que j'ai bien connu, je travaille pour lui. Donc, oui, bien sûr, oui. Ça peut très bien marcher, les échafaudages de dettes. J'ai aucun problème avec ça. C'est très entrepreneurial comme approche. Il a repris des entreprises, il les a retournées, il a l'OM, il a quand même une action entrepreneuriale. Enfin, je sais pas, c'est un entrepreneur. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui ose. Pour moi, c'était quelqu'un, Bernard Tapie. Il osait, oui, c'est vrai. Qui a osé. Et quelque part, mais je sais que c'est... un gars qui se jette du haut d'un pont, c'est un entrepreneur, alors. Avec un élastique, il prend un risque. Il peut. S'il fait ça de la Tour Eiffel et qu'après il fait une entreprise, pourquoi pas. Donc, je pense que Bernard Tapie, il a osé. Il a réconcilié aussi, dans les années 80, mais imaginez une image de l'homme d'affaires qui pouvait prendre des risques et qui pouvait incarner le succès. Il osait tout. Et je crois qu'il l'a fait toute sa vie. Enfin, moi, je trouve que le personnage est impressionnant.
Non, mais On a peut-être un petit conflit de génération Non, là-dessus, mais- parce que nous, on l'a vu Dans les années 80. monter. Voilà. Je crois qu'il est arrivé. Bon, déjà, je pense que s'il est aussi populaire, c'est pas parce que c'est un immense chef d'entreprise. Il est très populaire parce que c'est sa personnalité. C'est un homme d'une authenticité palpable dans un univers médiatique où l'authenticité, ou dans un univers politique où l'authenticité n'est pas toujours la qualité première. Bon, donc il crève l'écran, c'est un showman, etc. Mais enfin, nous qui l'avons vu naître dans les années 80, bon. Je veux dire, il a réhabilité à un moment où la France en avait peut-être besoin, parce qu'on venait de quelques années de socialisme. La France avait besoin peut-être de ce discours, mais le côté self-made man, la réussite individuelle avant tout, etc., c'est un des ingrédients du capitalisme, c'est essentiel, mais ce n'est pas le seul. L'autre ingrédient, c'est quand même l'innovation, la création, l'esprit visionnaire. Mais bien sûr. Donc, c'est pas Jeff Bezos quand même, Bernard Tapie. Mais pour revenir à des dimensions plus françaises, c'est pas non plus Marcel Dassault, c'est pas Dubrul et Pélisson, c'est pas Édouard Leclerc, c'est pas Claude Bébéar. Des gens qui ont créé des empires quand même. Bon, donc voilà, on n'a pas affaire à quelqu'un qui a bouleversé le capitalisme français. On a quelqu'un qui est arrivé et qui a été un peu instrumentalisé, peut-être d'ailleurs par François Mitterrand à l'époque, pour faire émerger un nouveau discours dans les médias dont on avait besoin. Et par ailleurs, c'est un type absolument extraordinaire pour tout un tas de raisons. Mais c'est pas quelqu'un qui a bouleversé l'économie française, quand même, et encore moins l'économie mondiale, comme le font quelques immenses capitalistes, comme Bezos ou autres, Elon Musk. Non, et puis tu as cité une série de noms là qui sont moins connus dans les médias. Entrepreneurs français, qui, alors l'un d'eux, Dassault, il aura 6 pages dans le Figaro, ça j'ai pas de doute. Marcel Dassault. Marcel toute la dynastie Dassault aura 6 pages dans le Figaro, mais mais les autres certainement pas, quoi, en fait. Donc non. Effectivement, il y a Dubrul et Pélisson sont pas extraordinairement connus, ils ont juste créé le plus grand groupe hôtelier mondial. Absolument, tout à fait. Ou la famille Bellon, Sodexo. Enfin bon, bref. Oui, tout à fait. Oui, moi je crois qu'il est quand même aussi très connu pour son engagement politique. Et je me demande si, d'ailleurs, on ne le connaît pas davantage pour ça, et puis son aventure à l'OM, effectivement, que pour ses entreprises. Surtout qu'il n'a pas tenu à ce qu'on se rappelle particulièrement les affaires Adidas, Crédit Lyonnais. Alors Adidas, à la limite, c'est au bout, mais avant, moi, il se trouve que j'étais jeune journaliste dans le Nord, aux époques Terraillon, Vonder, etc. Bon, il laisse un champ de ruines. Bien sûr. Voilà, je veux dire, il laisse un champ de ruines totalement, quoi. Et je me demande si quand même, finalement, quand on rend un hommage à quelqu'un, on a tendance effectivement à oublier cette partie-là, mais je me demande si quand même, on n'oublie pas un peu l'idée que des entrepreneurs comme Bernard Tapie, ou en tout cas, on a un débat, des personnalités comme Bernard Tapie, n'ont pas aussi contribué à faire apparaître le monde des affaires comme sans scrupules, parfois corrompu, avec quand même un certain nombre d'enquêtes, de mise en examen. Tout à fait. Alors, et c'est même cette notion très très importante. Je me sers du prof d'éco. Comment ça se traduit en français? Crony capitalism. C'est-à-dire, Laurent Mauduit de Mediapart a une très belle traduction, le capitalisme de la barbichette. Ah oui, je ne connaissais pas. Elle est magnifique. Ah bah oui, c'est magnifique, c'est magnifique. Et c'est vrai que ça, on n'est pas dans ce qui fabrique la croissance, bien au contraire. On est dans ce qui fabrique la rente, dans ce qui appauvrit le pays. Voilà, avec ce que la théorie économique appellerait la capture du régulateur, puisqu'il y a quand même au moins des intersections entre le monde des affaires et la régulation publique. Qui a quand même été pas loin de coûter cher à une grande dirigeante européenne. Je vous trouve un peu rude quand même tous. Oui, bah oui. Je pense que... Alors moi, j'étais Je suis d'accord, Stéphanie. J'ai vu mon LinkedIn, mais rempli d'hommages de jeunes entrepreneurs de la French Tech qui voyaient Bernard Tapie qui le voient avec... Alors c'est peut-être moi ce qui me perturbe dans ma lecture de Bernard Tapie, où je me dis, bah ouais, mais dans les années 80, il était... Alors, j'ai pas fouillé comme toi rien du tout. sur la façon dont il a repris ses entreprises. Mais en tout cas, il a raconté une histoire. Et puis, il a fait bouger les lignes en politique. Je pense que ces batailles très, très précurseuses contre le Front National étaient quelque chose. Il a réveillé aussi une certaine envie de se lever le matin et d'aller faire les choses. Alors, je ne sais pas, pour moi, j'ai un regard sur l'homme en me disant il a quand même tout osé. Tu sais, moi je pense que c'était le meilleur des vendeurs de France. J'ai beaucoup de respect pour ce terme, j'en faisais un slogan, vive les vendeurs, etc. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. Celui qui arrive à déclencher l'alchimie extraordinaire de l'acte d'achat, on devrait beaucoup plus le... Et je crois que c'était un vendeur exceptionnel. Moi, je l'ai vu tout jeune. Justement, c'était à l'époque de Terraillon. Il avait une école de vente.
Et on pouvait assister, parce qu'il avait compris qu'il avait besoin des médias, et on pouvait assister à quelques sessions. Moi, je garde un souvenir de 2 heures de tapis face à des jeunes vendeurs. C'était absolument exceptionnel. Derrière, tu allais vendre mais toutes les balances terrarium de la Terre. Voilà. Non, mais il est absolument fascinant. Voilà, c'est un personnage absolument fascinant. Mais c'est pas un grand patron du capitalisme français. C'est pas un visionnaire. C'est pas voilà dans l'histoire de France, il restera pas comme un grand capitaine d'industrie ou quelqu'un qui a créé un empire industriel, financier ou autre. C'est tout ce que je voulais dire. Maintenant, le personnage. Mais non, mais c'est super intéressant. Le personnage est extraordinaire. Mais voilà. c'est super intéressant, Bertrand, parce que c'est la façon dont notre pays perçoit l'entreprise. Oui. Le témoignage de Stéphanie, que aujourd'hui, une masse de jeunes entrepreneurs, des dizaines, des centaines sur ton LinkedIn, rendent hommage à Bernard Tapie. Je me dis, tiens, je me demande il y a encore du boulot quand même. S'il avait créé Amazon, qu'est-ce que ça aurait été? C'est pas 6 pages qu'il aurait eu. Alors là, c'est 24 pages. Il avait une phrase, donc tu parlais de Crédit Lyonnais. Il faut avoir 3 heures à perdre. Mais si vous avez 3 heures à perdre, un jour de pluie, j'en sais rien, Ça peut arriver. il faut aller regarder l'audition. Donc c'est la commission des finances de l'Assemblée nationale, je pense. C'est marrant parce que c'est Jérôme Cahuzac, par exemple, qui mène le truc, quoi, tu vois. Voilà, donc c'est assez drôle quand même. L'audition de Bernard Tapie, donc au moment où les gars sont en train, il y a une commission d'enquête pour savoir s'il mérite vraiment ces 400 millions d'euros de préjudice, etc. Et tout. Mais c'est extraordinaire. Alors il y a des moments, il faut connaître l'affaire Crédit Lyonnais, mais peu importe. Et à un moment, il dit bon, maintenant ça suffit les gars. Ce qui compte, parce que c'est comme ça. Ce qui compte, c'est pas l'argent que vous allez me donner, c'est ce que j'en ferai. C'est intéressant. Tout est dit. Tout est dit du personnage, mais j'ai envie de dire, là pour le coup, il n'a pas totalement tort, d'une certaine manière. Surtout qu'il est quand même dans un endroit, la commission des finances de l'Assemblée nationale, où il est bien de rappeler que la dépense publique n'a d'intérêt que si elle est évaluée et qu'on... Ouais, tout à fait, tu as raison. Que si qu'on juge plutôt la qualité de la dépense publique que simplement le montant du chèque. Voilà. Bon, force est de constater qu'il n'en a pas fait grand-chose. Bon, on a tout dit sur ce chapitre. On marque une pause. Le pouvoir d'achat dans un instant.